Bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer effectivement ce qui se cache un petit peu derrière le terme barbare de valeur toxicologique de référence. Et je vais vous parler un petit peu du règlement CLP. Bon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont déjà très au fait de cette méthode de classification, mais en gros, comme c'est l'implémentation, on va dire, des VTR dans le système réglementaire européen, on va un petit rappel, voir rapidement d'où il vient et à quoi il sert et comment on peut s'en servir. Donc, on va essayer d'avoir un plan un peu structuré dans la présentation. Donc on va commencer par d'abord effectivement qu'est-ce que c'est qu'une valeur toxicologique de référence, comment on la construit. Il n'y en a pas que pour l'homme ou d'autres éléments, il y en a aussi pour l'environnement, même si vous verrez ça un petit peu cet après-midi. Je vous fais aussi un petit point réglementaire sur les perturbateurs endocriniens, puisque c'est toujours un peu compliqué la notion et la définition de ces toxiques. Et puis après, donc, je vais vous présenter un petit peu plus en avant sur le règlement CLP au niveau européen, et puis comment ensuite on utilise ces fameuses VTR dans un certain nombre de réglementations européennes, puisque on s'en sert dans différents produits réglementés ou non. Donc, les valeurs toxicologiques de référence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une valeur toxicologique de référence? Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un toxique? Donc on revient à la base de la base, hein, notre ami Paracels qui dit que, grosso modo, on vous la fait courte, c'est la dose qui fait le poison. Une substance peut à la fois être un poison ou un médicament, suivant la dose qu'on utilise. Et donc les deux grands classiques, une exposition, ce qu'on appelle toxicocinétique, c'est-à-dire la manière dont c'est distribué dans l'organisme. On atteint une dose, une toxicodynamie, c'est-à-dire la manière dont le toxique va agir, et ensuite on peut avoir des effets, puisque c'est un toxique, c'est des effets nocifs. Donc les définitions, donc là j'ai mis des définitions vraiment classiques et réglementaires. Donc une valeur toxicologique de référence, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui permet d'établir une relation qualitative et quantitative entre une exposition à une substance chimique et un effet sanitaire. Donc là c'est chez l'homme, puisque c'est ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, mais effectivement on peut en déterminer aussi pour l'environnement, les animaux, etc. etc. Donc évidemment c'est en fonction d'une durée d'exposition, d'une voie d'exposition, et puis éventuellement de mécanismes d'action aussi. Donc c'est là que va rentrer en compte la notion par exemple de CMR ou de perturbateurs endocriniens. Les plus classiques en termes d'expression de comment on va établir une VTR, donc valeur toxicologique de référence, en général donc c'est par milligramme par kilo de poids corporel et par jour pour la voie orale, ou en milligrammes par mètre cube pour la voie respiratoire. Bon, ceux qui parlaient de VLEP, etc., ce sont des notions qui vous sont familières, j'imagine. Donc comment on construit une valeur toxicologique de référence en général? Eh ben, on se base principalement sur des tests, en général sur les animaux, parce que souvent on nous demande mais pourquoi vous n'avez pas de VTR sur tel produit chez l'homme? Parce qu'on répond on leur donne pas le truc pour voir s'ils vont mourir. Donc on essaye d'abord d'avoir des animaux, c'est un peu plus sympathique, même si effectivement aujourd'hui on a des réglementations européennes qui essaient aussi de limiter la réglementation, les tests sur les animaux. Mais bon, historiquement c'est comme ça que ça a été construit. Et donc, vous avez plusieurs types d'études qui peuvent être réalisées. On voit pas très bien là, mais donc, ce sont des protocoles OCDE. Alors, c'est intéressant de savoir que les protocoles qui définissent ça sont des protocoles commerciaux, hein, puisque l'OCDE est une organisation internationale commerciale. Mais en fait, c'est ce qui permet en fait de discuter. Tout le monde discute sur les mêmes éléments, et donc ça permet d'avoir un langage et qu'effectivement, donc comme on l'a dit, le problème c'est que CVTR se base sur des réglementations. Et que la réglementation, si le régulateur dans un pays et dans un autre interprète pas de la même façon ou pas sur les mêmes tests, ça peut poser des problèmes après dans les échanges, notamment commerciaux. Donc c'est pour ça qu'à la base, ce sont des protocoles dits OCDE qui ont été développés pour faciliter en fait le commerce. Donc la plus facile entre guillemets et le test le plus entre guillemets standard, c'est donc la toxicité qu'on dit aiguë, c'est-à-dire en une dose. Quelle est la dose qu'on peut prendre sans mourir? Donc on définit ce qu'on appelle une LD50 en français, DL50 en anglais, c'est la dose mortelle pour 50% des individus testés. En gros, on donne une dose, on regarde
s'il meurt ou s'il ne meurt pas. C'est très basique, mais c'est le premier niveau d'information qu'on peut avoir sur la toxicité d'un poison. Donc ensuite, on a développé un petit peu plus subtil, entre guillemets, une toxicité, donc, alors soit subaiguë ou subchronique, alors ça dépend un peu comment on voit les choses. Donc entre 28 et 90 jours, c'est aussi une base assez solide. On a déjà quand même des informations plus intéressantes sur ce point-là. Et donc on a ce qu'on appelle une NOAEL, c'est-à-dire une dose où on n'a pas d'effet adverse ou nocif observable. Donc c'est important aussi, puisqu'on peut avoir des effets, mais il faut qu'ils soient toxiques pour être considérés comme pertinents dans ce cas-là. Et là, on voit aussi quand même que déjà, on a un petit problème, c'est que là, de voir si les individus sont morts ou pas, je pense que tout le monde est capable de vérifier. Quand on commence à avoir des données subchroniques, subaiguës avec organes cibles, dose-réponse, ça veut dire qu'il faut faire de l'anapathologie, ça veut dire que est-ce que l'effet est vraiment nocif, est-ce qu'il est compensable par l'individu, c'est-à-dire si on arrête de l'exposer, est-ce qu'il est capable de revenir à une dose, à un effet, enfin à l'absence d'effet. Donc là déjà on voit qu'il y a une interprétation qui est possible et déjà ça commence, effectivement là on commence à rentrer dans ce qu'on appelle des batailles d'experts entre disant est-ce que cet effet-là est vraiment pris en compte ou pas, et voilà. Et donc ici c'est encore, on va dire, mis en exergue dans les études de métabolisme et toxicocinétique, c'est-à-dire que là on va suivre vraiment la molécule dans l'organisme cible, donc souvent avec des radiomarquages. Et donc là, on va voir ses capacités d'absorption, son métabolisme, les concentrations, sa capacité d'excrétion, etc. etc. On a aussi effectivement des tests assez classiques de mutagénèse et clastogénèse. Donc ça, c'est pour les produits évidemment CMR, puisque M, c'est mutagène. Donc c'est avec ces tests-là qu'on est capable de le définir. Donc ça, c'est les tests, on va dire, assez classiques pour la toxicité donc aiguë subchronique, et après on a des vrais tests de toxicité chronique, donc on va dire qui sont les grands classiques, les études 2 ans chez le rat. Donc là au lieu de 90 jours on va exposer 2 ans le rat, en général c'est par voie orale, et donc de la même manière on va définir une NOAEL qui va nous servir de base pour construire ensuite notre VTR. Comme je disais sur la cancérogénèse, c'est aussi des tests assez particuliers. Même évidemment, en général, c'est inclus, on va dire, dans la toxicité chronique, mais vous allez voir, pour les cancérogènes, on a peut-être d'autres manières d'évaluer le danger. Et ensuite, donc ça, effectivement, dans le cas notamment des perturbateurs endocriniens, c'est très important. On a toute la partie reprotoxicité, c'est-à-dire on va prendre des rats et puis regarder les effets sur les générations. Donc en général, on faisait avec ce qu'on appelle la F1, c'est-à-dire la première génération, juste les enfants. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers au moins ce qu'on appelle la F2, c'est-à-dire 2 générations après, notamment pour évaluer les risques qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire les toxicités induites même plusieurs générations après l'exposition. Donc là, c'est pour vous donner un ordre de grandeur vraiment général. Après, si vous voulez qu'on repasse sur les principaux. Mais en gros, donc ça, c'est le principe de l'ADL50. Hein, donc c'est la dose de 50% des individus sont morts. Donc vous voyez la toxine tétanique. Alors je vous ai juste mis la botuline, hein, parce que vous voyez que la dose est extrêmement faible. Et juste pour rappel, c'est les injections de Botox que certaines femmes apprécient de se mettre dans... voilà, donc après on vient me parler de perturbateurs endocriniens, mais déjà, ça c'est compliqué. Vous voyez par exemple le DDT, qui est effectivement une molécule qui est assez connue pour sa toxicité, en DL50, hein, c'est pas vraiment... voilà. Et puis bon, juste pour information, il faut qu'après que le sel a quand même aussi une toxicité qui n'est pas négligeable, y compris en toxicité aiguë. Voilà, donc... Là, on va commencer à rentrer dans les définitions un peu plus compliquées. Hop là, pardon. Pour définir une valeur toxicologique de référence, il faut qu'on ait une dose de référence. Donc, je vous ai dit soit la DL50, soit, donc, alors, il y a deux, la LOAEL et la NOAEL. Alors, quelle est la différence? C'est expliqué ici, c'est-à-dire quand vous faites un test, déjà, vous devez sélectionner une gamme de doses. Donc, déjà, ça, c'est important, c'est-à-dire de savoir quelle est la dose pour votre produit. Et puis, idéalement, on essaie d'avoir une jolie courbe comme ça, c'est-à-dire que plus on augmente la dose, plus l'effet va monter. Donc ça, c'est idéalement dans la toxico. Heureusement, souvent, les effets sont quand même assez bons.
Et donc il faut trouver la bonne gamme de doses dans laquelle on va vraiment avoir une augmentation de l'effet. Puisqu'après, si vous regardez par exemple l'effet le plus classique, c'est-à-dire la mort, qui est très avantageux parce qu'il intègre tous les autres facteurs, vous allez avoir ici, quand tous les individus sont morts, elle ne va pas bouger votre courbe. Donc déjà, il faut bien choisir sa gamme de doses. Donc ici, vous voyez, on a un exemple de 4 doses testées. Et là, vous voyez, donc là, il n'y a pas d'effet. Là, on commence à avoir un effet. Et ici, alors je vous ai enlevé la significativité, mais évidemment, tout ça est géré par des statistiques. On a la dose où on commence à avoir le premier effet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la low AEL, donc la dose la plus faible à laquelle on a un effet. Et pour être bien sûr au niveau de la VTR, puisque le but c'est de ne pas avoir d'effet, on prend la dose, on peut aussi appeler ça la DJT, donc dose journalière tolérable, qui en gros permet de calculer la dose à laquelle un individu va être exposé à la vie entière sans, alors ce qu'on appelle courir de risques inacceptables, ou sans danger, voilà, pour être plus précis. Donc en général, quand on a une OAEL ou une BMDL, suivant comment on calcule, on met un facteur de sécurité de 100. Alors c'est un facteur historiquement qui a été défini de manière très empirique, c'est-à-dire les gens qui ont fait des tests. Ils ont fait au début, ils ont testé plein de produits avec voilà, sur les animaux. Ils ont dit, grosso modo, on voit à peu près 10 ici. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle le facteur intraspécifique, c'est-à-dire dans une espèce, il y a un individu qui va être 10 fois plus sensible qu'un autre. Voilà. Et ensuite, on prend un autre facteur de 10 qui est qu'on appelle interspécifique, c'est-à-dire entre les espèces, c'est-à-dire que si on est sur le rat, pardon, c'est celui-là d'ailleurs, on va prendre un facteur de 10 parce qu'en gros, on va considérer que l'homme est 10 fois plus sensible que le rat. Voilà. Alors évidemment, c'était des facteurs qui étaient très empiriques au début, donc ça a été beaucoup contesté une fois qu'on a eu des nouveaux outils de toxicité, notamment moléculaires. Sauf que finalement, en se rebasant, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites, notamment dans certains congrès, et finalement, il se trouve que quand on prend les facteurs de toxicocinétique, toxicodynamie, y compris inter ou intraspécifiques, finalement, il se trouve que l'empirisme avait du bon parce que, grosso modo, statistiquement, c'est quand même à peu près ces facteurs-là qu'on retrouve. Donc vous voyez ici à peu près les proportions. Donc finalement, un facteur de sécurité de 100, c'est vraiment ce qu'on retrouve, on va dire, grosso modo, dans on va dire, la réalité, y compris statistique. Donc après, comment on va calculer une DJA? Tout simplement, on va prendre la NOAEL, ici, donc en disant, par exemple, en microgrammes par kilo et par jour. Et puis, on va diviser par le facteur de sécurité, donc 100, et donc, on va avoir une DJA. Alors, la DJA, c'est la valeur la plus classique, parce que normalement, c'est celle pour laquelle on a à peu près ça pour la plupart des produits, mais aussi, on peut avoir d'autres valeurs, notamment la RFD, donc qui est une dose de référence aiguë, qui, au lieu d'être basée sur des études 2 ans, comme est la DJA, la plupart du temps, c'est basé sur des études plus subchroniques, donc en général 90 jours. Alors, il y a beaucoup de discussions sur la DJA entre les toxicologues qui disent que c'est pas une bonne valeur, que c'est mal calculé parce que effectivement, on n'a pas forcément des éléments, mais je reviendrai sur ça un peu plus tard. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis quelques exemples de DJA sur différents produits. Donc vous voyez, ici on a une dose, un effet. Donc là aussi, c'est ce que je vous disais, il faut savoir quel est l'effet. Et ça, c'est suivant que vous êtes industriel, Greenpeace ou etc. Si vous avez une étude, vous n'allez pas choisir forcément le même effet. Donc vous avez une OLESI, vous prenez un facteur de sécurité. Et alors après, comme la DJA est une valeur réglementaire, normalement on essaie d'arrondir puisque c'est un peu plus facile que si on fait 5,22, etc., etc. Donc là, vous voyez par exemple, il y a 450, 500, 600, on met une DJA à 5. Et puis on dit que ça va bien sur les éléments. Voilà. Donc effectivement, vous voyez aussi qu'il y a quelques exemples où quand on a les données sur l'animal, donc notamment par exemple le rat, qui est le plus classique, vous avez un facteur de sécurité, et par contre quand vous avez des données chez l'homme, vous allez prendre un facteur inférieur. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Parce qu'on voit par exemple aujourd'hui, notamment dans la réglementation, comme nos amis les politiques ont tendance à avoir un peu peur du juge qui vienne leur expliquer que c'est l'amiante, etc. Ils ont des données chez l'homme et puis ils mettent un facteur 100 derrière. Donc effectivement, après en termes de réglementation appliquée, dans la réalité ça devient compliqué. Mais bon,
après, c'est la définition de chacun. Vous voyez aussi que parfois on peut avoir des facteurs de sécurité supérieurs à 100, parce qu'on considère que le produit est particulièrement dangereux ou un mécanisme d'action particulièrement sévère. Donc là, c'est aussi d'autres paramètres, donc, comme je vous expliquais. La RFD, donc c'est soit la DL50, soit des études subchroniques sur des facteurs de sécurité qui sont toujours les mêmes. La RFD c'est subchronique. Et puis DJA, alors DJT aussi, hein, il y a deux verbiages en français, donc soit dose journalière admissible, soit dose journalière tolérable, et qui va être la NOAEL en général de l'étude 2 ans, mais ça peut être aussi par exemple celle de la reprotoxicité, ça peut être celle de la cancéro, ça va dépendre effectivement de l'effet qu'on regarde. Donc là, ce qui est important quand même de noter, c'est que, on va dire, dans la définition d'une VTR classique, quand on a donc non cancérigène, donc le cas standard, c'est un facteur égal à 100. Si on a des données humaines, on peut réduire le facteur de sécurité puisqu'on n'a plus besoin en théorie du facteur interspécifique. Et comme je vous disais, quand on a une dangerosité particulière, on peut augmenter le facteur de sécurité. Maintenant, il y a un cas particulier, donc comme je vous disais, c'est les produits cancérogènes. Donc sur les produits cancérogènes, on a un facteur de sécurité puisqu'on considère que c'est on va dire un mécanisme d'action qui est bien plus sensible que le reste. Et donc là, on va prendre un facteur de sécurité de 1000, voire parfois supérieur. Il y a certains produits qui ont 2000, voire 10 000. Donc ça, après, ça dépend encore une fois des experts et qu'on considère quelle est la sévérité de l'effet, toujours en se basant effectivement sur les résultats des études. Et puis après, et donc c'est là où ça devient un peu plus intéressant entre guillemets, c'est sur les cancérogènes génotoxiques. Alors là, normalement, on ne peut pas établir de DJA. Et donc on a deux méthodes. Alors la première méthode pour définir une VTR, c'est ce qu'on appelle ALARA. Alors c'est quoi ALARA? Ça veut dire as low as reasonably achievable, n'est-ce pas, in English. Ça veut dire qu'en gros, on va regarder ce qu'il y a dans la nature, ou on va dire ce qu'on appelle, nous, le bruit de fond en termes de toxicologie, c'est-à-dire quelle est la dose à peu près normale dans l'environnement, ou qu'est-ce que les industriels savent faire de mieux, dans le cas, par exemple, d'un produit, et on va dire, la dose, on va prendre celle-là, parce que c'est aujourd'hui ce qui est, entre guillemets, le mieux disant technique. Et alors l'inconvénient, le gros inconvénient si on définit là-dessus, c'est que si les techniques évoluent, normalement vous devez faire évoluer votre VTR. Et là, donc ça c'est ma petite préférée, donc la DVS, et ça c'est une valeur qui est américaine. Et donc ça c'est pour vous montrer l'influence de la politique sur la définition des VTR. C'est que déjà dans les années 60, il y avait des gens qui étaient, notamment aux États-Unis, qui étaient un peu démagogues et qui, donc c'est le sénateur de l'année, et on a commencé, c'était l'époque où les toxicologues commençaient à dire attention, il y a des produits qui peuvent donner le cancer, etc. Ça peut poser des problèmes de santé publique. Et donc le sénateur de l'année a dit mais moi, les cancérigènes, il n'y en a pas dans l'alimentation des Américains. Et donc il a interdit par décret les cancérigènes dans l'alimentation. Ce qui est intéressant, puisque naturellement, déjà, nous, on a évalué qu'il y en a à peu près 6000. Hein, donc, vous voyez, c'est intéressant. Et donc, le problème, c'est que les régulateurs ont dit on ne peut pas réglementer les produits cancérigènes puisqu'il n'y en a pas. Et donc, ils ont inventé ce qu'ils appellent donc, la DVS, la dose virtuellement sûre. C'est-à-dire, il n'y a pas de contaminant, mais s'il y en avait, il ne faudrait pas qu'il dépasse cette norme. Voilà. Et donc, là, vous avez donc 10-5, 10-6, 10-7. Alors, qu'est-ce que c'est que ces valeurs un peu barbares? En fait, ça veut dire que la DVS est basée sur, on considère que la dose acceptable, c'est un cancer sur 10 000 habitants, 1 million d'habitants, 10 millions d'habitants. Ce qu'on appelle un cancer supplémentaire. C'est-à-dire que quand on s'est basé, là, qu'on a vu sur les courbes, vous regardez donc le nombre de cancers et vous dites, on pense que ça va augmenter le rapport de 1 sur 10 000, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs au niveau éthique, puisque ça veut dire qu'il y a quelqu'un sur 10 millions d'habitants, vous savez que vous allez donner un cancer supplémentaire. C'est statistique, c'est officiel. Alors, pourquoi aussi on a établi ça? C'est parce que les cancérogènes, notamment génotoxiques, si vous êtes un peu maximaliste dans l'approche, ils se basent sur ce qu'on dit one mole, one hit. C'est-à-dire que si vous avez une molécule de cancérigène qui atteint votre ADN, vous avez une chance de développer un cancer.
Donc effectivement, c'est extrêmement maximaliste dans l'approche. Concrètement, en fait, ça n'arrive jamais. C'est quand on ne savait pas vraiment comment ça fonctionnait, notamment la cancérogénèse. Aujourd'hui, on sait beaucoup mieux comment ça marche, notamment avec les phases, etc., promotion au niveau du développement des cancers. Mais on trouve toujours encore ces valeurs qui sont basées un peu sur des approches maximalistes. Mais bon, quand on n'a pas d'autre chose, on utilise les informations qu'on a à disposition. Puisqu'effectivement, comme vous l'avez compris, comme ça se base sur des études, voire plusieurs études, la définition de ces VTR, et c'est là qu'on rentre toujours dans les débats d'experts, c'est que en fait, ça dépend essentiellement du pool de données qu'on a. Donc en fait, suivant, si on a une seule étude de cancéro, on pourra faire qu'avec une. Si on en a 10, il faudra qu'on regarde par rapport à laquelle on va prendre en compte, où est-ce qu'on fait un mix de plusieurs, où est-ce qu'on prend le pire cas, etc. Donc ça, c'est des débats d'experts, ce qui peut expliquer souvent aussi que, comme je vous dis, suivant que vous êtes industriel ou que vous êtes Greenpeace, vous n'avez pas forcément les mêmes interprétations. Et c'est pas forcément parce que vous êtes payé par l'un ou par l'autre, c'est juste parce que vous pensez que cette étude-là, elle est mieux que l'autre, ou qu'elle est plus pertinente dans votre contexte. Alors là, on va rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus contemporaines que la cancéro, donc c'est ce qu'on appelle donc, notamment les effets non monotoniques, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est rendu compte, et notamment quand on a observé d'autres effets que la mort ou le cancer, qu'on pouvait avoir des effets qu'on appelle non monotoniques, c'est-à-dire que, là pour faire simple, vous avez une belle courbe qui faisait ça avant, en niveau tox, et qu'on se rend compte que des fois, maintenant, il y a certains produits qui font des petites choses comme ça. Et donc on a dit, le problème c'est que, encore une fois, c'est un peu comme avec les cancérogènes à l'époque où on disait, s'il y a une molécule qui touche votre ADN, vous allez développer un cancer, vous avez une chance de développer un cancer. Là on ne sait pas trop comment gérer cette histoire. Alors c'est un des arguments principaux, donc on va dire des associations environnementales pour dire, du coup les modèles, comme je vous ai montré, la DJA, etc., ne sont pas du tout adaptés à ces nouveaux types d'effets. Alors déjà, pourquoi ces types d'effets-là? C'est parce que quand vous regardez une courbe comme ça, je vous rassure que si l'effet c'est la mort, on ne peut pas avoir une courbe comme ça déjà. La courbe elle va être bien comme il faut. Donc c'est souvent des effets qu'on appelle métaboliques, donc notamment développement du diabète ou effectivement perturbation des hormones de la reproduction. Et puis après, moi quand on me dit, quand on a une courbe comme ça, vos anciennes DJA ça marche pas, si vous voyez dans ce cas de cette courbe-là, si vous arrêtez votre évaluation ici, finalement, la valeur de référence que vous allez calculer, la courbe, c'est un peu comme si vous aviez une courbe entre guillemets classique. Donc, dans les effets non monotoniques, la DJA peut, la plupart du temps, couvrir quand même une partie des effets. Alors après, il y a certains produits où on n'arrive pas. Et donc, c'est pour ça que ici, donc, on a développé d'autres thèses. Donc là, c'est pour vous montrer un peu. Donc ça c'est des tests in vitro ou in vivo, donc c'est sur, on va dire, les perturbateurs endocriniens, puisque c'est évidemment les principaux, on va dire, la principale famille de contaminants qui ont des effets non monotoniques. Et donc là je vous ai mis un certain nombre de choses. Après ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez que évidemment la testostérone qui est une hormone naturelle est très efficace, voilà. Donc il n'y a pas que des produits chimiques qui sont perturbateurs endocriniens. La plus connue, le plus fort qu'on ait, c'est la génistéine qui est contenue naturellement dans le soja et qui est un pouvoir perturbateur endocrinien extrêmement fort. Alors, je vous disais quand même, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de quel devoir tout ça, mais c'est pour vous dire que quand même, les toxicologues, c'est comme un peu avec les cancérogènes, entre le moment des années 60 où on disait, oh là là, c'est très grave si on a une molécule qui touche notre ADN, on a aussi maintenant sur les perturbateurs endocriniens entre, on va dire, 20 ou à peu près 20 ans d'expérience, et donc on a développé d'autres modèles, donc ça c'est PK-PD, donc qui sont basés sur la toxicocinétique, sur la toxicodynamie, où on est capable aussi de redéfinir des VTR par rapport à des effets qui sont beaucoup plus précis qu'une simple, entre guillemets, une simple étude chez le rat, où on regarde en gros est-ce qu'il y a un foie qui grossit, un foie qui grossit pas, on le coupe, etc. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a des modèles qui existent pour un peu affiner aussi ces VTR et que les toxicologues évidemment progressent et la science progresse tout le temps. Et donc les VTR progressent avec eux et au fur et à mesure que la recherche avance, on essaie d'affiner un petit peu les choses. Donc,
Le deuxième point qui est très important, notamment quand on parle d'effets non monotoniques, comme je vous disais, c'est que comme aujourd'hui on a énormément de données dans différents contextes et de différentes sources, notamment effectivement entre les études faites par les industriels, les études faites par les laboratoires, les études éventuellement faites par notamment les organisations non gouvernementales, donc les ONG. Donc aujourd'hui, notamment l'EFSA, donc qui est l'évaluateur, l'organe d'évaluation scientifique européen, a développé une approche qu'on appelle weight of evidence, c'est-à-dire poids de la preuve. C'est-à-dire quand j'ai 300, ou alors prenons le cas du glyphosate par exemple, puisqu'il est assez célèbre récemment, quand j'ai 600 études, qu'est-ce que je prends, laquelle je garde, laquelle je sors, quels sont les critères que je vais utiliser pour définir notre valeur, savoir si c'est cancérogène ou pas par exemple. Eh bien, donc c'est ce qu'on appelle une approche weight of evidence, poids de la preuve. Donc c'est-à-dire, vous prenez des toxicologues, vous les mettez dans une salle et ils vont essayer de se définir, ben voilà, laquelle on prend pas, qu'est-ce qui se passe. Et donc, comme l'EFSA, notamment suite au glyphosate, s'est rendu compte que, en gros, ben, l'inconvénient de cette approche, c'est que si vous changez les toxicologues dans la pièce, ben, vous n'aurez pas la même valeur, hein, puisqu'ils ne seront pas forcément d'accord sur les mêmes éléments. Et donc, c'est un point un peu compliqué. Et après, il y a une méthodologie. Et donc, l'EFSA, ce que je vous ai mis, hop là, pardon, ici, non, pardon, je vous l'ai mis après. Ils ont défini aujourd'hui une méthodologie du poids de la preuve. Et donc, ils sont définis selon les facteurs suivants. La qualité des données, donc ça c'est quand même important, savoir si c'est BPL, qui c'est qui l'a fait, dans quelles conditions. La cohérence des résultats, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve un effet dose par exemple, ou est-ce que l'effet dose est bien défini. La nature et la sévérité des effets, ça, évidemment, c'est toujours la même chose. Et puis, la pertinence de l'information au regard du endpoint étudié, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez une étude, je ne sais pas moi, par inhalation, alors qu'on sait très bien que la toxicité, c'est plutôt une toxicité dermale, bah, peut-être que l'étude par inhalation n'est pas forcément très pertinente par rapport, on va dire, à la toxicité du produit. Évidemment, dans toutes les étapes, la pertinence, la fiabilité et l'adéquation aux propos doivent être considérées. Effectivement, vous ne pouvez pas utiliser, notamment, puisque ça se fait beaucoup aujourd'hui, notamment avec Rich, dans les crossovers, c'est-à-dire est-ce que vous utilisez les données d'une autre substance pour définir la vôtre, est-ce que c'est bien pertinent, est-ce que ça correspond bien à la voie d'exposition considérée, etc., etc. Et donc tout ça sont des critères qui essayent d'être définis, mais de toute façon, il faut bien avoir en tête que aujourd'hui, puisqu'on dispose d'énormément de données, d'énormément de tests, en plus, effectivement, les tests évoluent aussi. Vous en avez des nouveaux, vous en avez des anciens. Comment vous comparez les choses? Donc, en fait, effectivement, tout ça, c'est des débats d'experts. Et je comprends effectivement quand on essaie de mettre ça au niveau du grand public, c'est un peu compliqué à expliquer pourquoi les experts ne sont pas d'accord entre eux. C'est pas qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est qu'ils n'ont pas forcément le même point de vue sur voilà, la fiabilité, la pertinence ou la qualité des données, etc., etc. Donc c'est ce que je vous disais, l'approche poids de l'évidence nécessite l'existence des données sur la substance, évidemment. Ça c'est déjà effectivement le premier point. Comme je vous disais, quand on a 600 études, c'est pas pareil que quand on en a une. Et puis, donc là c'est ce que je vous disais, lecture croisée, read across, il faut bien évaluer si on a des éléments. On peut aussi utiliser les QSAR, donc ça c'est ce qu'on appelle les relations structure-activité. C'est-à-dire que si vous avez des formes chimiques particulières qui sont, ou une famille de toxiques dont on sait que, je prends par exemple un œil aromatique avec des chlores, vous savez que ça va être toxique, voilà. Et vous avez déjà une idée à peu près même de la toxicité que ça va avoir, puisqu'on a déjà de nombreuses on va dire, substances basées sur ce principe-là qui vont être calculées. Et aussi, on peut prendre effectivement des propriétés physico-chimiques, hein, si vous avez une molécule qui va plutôt se stocker dans le gras, plutôt que dans l'eau, etc. Donc voilà. Donc évidemment, ça aussi c'est très important, il faut que l'expertise soit réelle dans le poids de la preuve. C'est-à-dire que on ne peut pas s'inventer toxicologue, et quand on doit étudier, je vous le dis pour avoir fait ça, quand vous avez un rapport d'une étude 2 ans, les témoins historiques, etc., si vous arrivez frais de l'année et que moi je vous donne le dossier, vous n'allez pas comprendre grand-chose et ça va être compliqué. Donc effectivement, il y a aussi une question de la qualité de l'expertise et la qualité des experts pour bien interpréter les données, etc. Et donc c'est ce que je vous disais, 2 comités d'experts peuvent avoir un avis différent,
Et aussi, encore plus important, la vie, évidemment, peut évoluer au cours du temps, puisque si vous admettez donc déjà des experts, puis si vous rajoutez des données, ben, vous pouvez changer d'avis. Donc, à quoi ça sert tout ça? Parce que finalement, quand on a évalué le danger, c'est un danger. Mais ce qui nous importe en réalité, et vous au quotidien, quand vous faites notamment de la prévention, c'est le risque. Et donc, c'est ce que je vous disais, le régulateur, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est de savoir s'il y a un vrai risque. Alors, soit on dit, par exemple, comme les perturbateurs endocriniens ou les cancérogènes, on exclut, c'est-à-dire sur le principe du danger, on n'en veut pas du tout. Mais on arrive à un principe de substitution, c'est-à-dire que le problème, c'est que si vous évaluez quelque chose sur le danger, mais qu'en fait l'exposition est très limitée, et que vous remplacez par quelque chose qui est peut-être moins dangereux, mais pour lequel l'exposition est bien supérieure, vous pouvez avoir un risque supérieur. Donc ça, c'est une matière, c'est beaucoup plus facile de réglementer sur le danger. Et donc, en général, donc quand on essaie de caractériser un risque, et je pense que c'est ce qu'on fait la plupart du temps, donc c'est ce qu'on dit, c'est un pourcentage d'une VTR. C'est-à-dire, par exemple, sur la DJA, on considère que si c'est supérieur à 100% de la DJA, ben, le risque n'est pas acceptable. Si c'est inférieur, c'est acceptable. On peut avoir donc un pourcentage supérieur à une VTR, on peut avoir ce qu'on appelle un risque unitaire, c'est-à-dire quelle est la dose qu'on peut ingérer et qui va considérer comme un risque. Dans l'alimentation, on va considérer des repas par mois, c'est-à-dire combien de repas par mois on peut manger avec un toxique présent dans l'alimentation. Donc ça, c'est la fameuse approche aussi ALARA dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui dépend entre guillemets, du niveau technique atteignable. Ce que fait par exemple aujourd'hui la communauté européenne pour les engrais au cadmium. Le cadmium est très dangereux. Ils vous disent, on met une norme aujourd'hui, je crois que c'est 45 mg par kilo d'engrais. Si on fait la VTR, ça la dépasse de plus de 500%. Mais ils disent aujourd'hui on ne sait pas faire moins, donc on fait comme ça, et puis après on réduira au fur et à mesure que les fabricants peuvent s'adapter. Donc on est capable de tolérer un risque. Et ensuite, donc ça c'est beaucoup plus compliqué. On peut calculer ce qu'on appelle une margin of exposure, c'est-à-dire quelle est la marge d'exposition qu'on a par rapport à la dose qu'on considère vraiment représenter un risque. Margin of body burden, c'est la même chose mais avec une dose interne, c'est-à-dire quelle est la dose dans le sang qu'on ne doit pas dépasser pour atteindre un niveau de risque. Et après, une troisième approche qui est très intéressante, notamment dans le cadre des substances inconnues, puisque souvent, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Et donc cette approche TTC, ça se base en fait en disant quelle est la dose toxique qu'on pense ne pas avoir d'effet. Et donc on se base sur un certain nombre de données, on dit par exemple 4 microgrammes par kilo, sur cette, alors quand on sait, voilà, comme je vous disais, il y a une structure d'alerte chimique, etc. Et on dit, bon, ben, si on est en dessous, même si on n'a pas d'informations vraiment sur la substance, avec des études, etc., on est capable de dire qu'en dessous de cette dose-là, on pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Donc ça, c'est une approche très intéressante, notamment quand on a un produit inconnu, où on sait qu'on n'a pas beaucoup de données dessus. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu des NEC des VTR pour l'environnement, puisque là, tout ce qu'on a vu, c'est basé sur les données humaines, la plupart du temps, enfin pour l'homme en tout cas. Mais les VTR environnementales se basent sur les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on fait des études sur des organismes. Alors en général, on a des organismes types, un peu comme le rat, donc soit les poissons, soit les daphnies, etc., etc. Donc on va déterminer ce qu'on appelle une PNEC, donc en bon français, Predicted Non-Effect Concentration, c'est-à-dire qu'on va regarder la concentration dans l'environnement pour lequel on considère qu'il n'y a pas d'effet, donc c'est l'équivalent de la NOAEL. Et puis on va comparer à ça avec ce qu'on appelle une PEC, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de retrouver dans l'environnement. Et puis on détermine ce qu'on appelle un risque acceptable, c'est-à-dire qu'on dit en dessous de ce risque-là, on considère que c'est bon. Et effectivement, de la même manière, on utilise un facteur de sécurité. Donc en général, on prend 100 pour le risque aigu et 10 pour le risque long terme. Les principales VTR environnementales dans la réglementation française et européenne, vous aviez ici ce qu'on appelle la Vmax, donc ça c'est des données qui sont données par l'INERIS, qui définissent dans l'eau, notamment de boissons, ou dans les rivières, quelle est la valeur à ne pas dépasser dans une certaine substance, par exemple en nitrate, le glyphosate au hasard, etc., etc. Vous avez aussi donc les NQE qui sont définis dans la directive cadre eau au niveau européen. Donc ça c'est pareil, c'est des valeurs à ne pas dépasser dans l'eau pour un certain nombre de substances considérées toxiques. Et dans les dossiers pour les produits phytosanitaires ou pesticides, donc c'est les PEC qui sont définis pour la substance
avec un certain nombre d'études de la même manière. Et donc, comme je vous dis, vous comparez les deux, et puis si ça dépasse, vous n'êtes pas en ligne avec la réglementation. Donc je vais juste faire un petit point sur les perturbateurs endocriniens. Comme je vous disais, les perturbateurs endocriniens, c'est un gros sujet de recherche, c'est un gros sujet de débat, que ce soit dans la société ou entre les experts. Je vous ai remis la définition selon l'OMS, qui a été retenue par l'EFSA dans le nouveau document guide pour définir les critères de perturbation endocrinienne. Donc ce qui est très intéressant quand même dans cette histoire, c'est que c'est des perturbateurs endocriniens, mais ça marche que si c'est des pesticides ou des biocides. Hein, c'est-à-dire que si c'est des cosmétiques, c'est pas grave. Si c'est des produits riches, c'est pas grave. C'est que pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides. Les autres, ils ne le sont pas. Voilà. Donc il y a un document guide, donc EFSA et ECA, qui est aujourd'hui en cours de consultation et qui a défini donc les fameux critères. Alors sachant que le document guide en fait se base sur ces approches qu'on a dit poids de l'évidence, hein, c'est-à-dire qu'en gros ils vont mettre ensemble des experts et donc ça va dépendre un petit peu on va dire des experts qui mettent dans la pièce pour savoir si on va être classé perturbateur endocrinien ou non. Sachant que le critère perturbateur endocrinien c'est un vrai problème pour les industries donc phytopharmaceutiques et biocides puisque c'est des critères qu'on dit d'exclusion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes perturbateur endocrinien on considère que vous n'avez pas le droit d'être sur le marché. Sachant que la semaine dernière, donc le Parlement européen a validé, parce que le Parlement européen avait invalidé la première version, et donc là le Parlement européen a validé, ça y est, maintenant les critères, et le document guide va pouvoir être mis en application. Donc l'application, pour le coup, ils sont pas trop en retard, enfin, donc ça va être avant la fin de l'année. Donc, je vais vous parler brièvement, parce que je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, j'espère que je n'ai pas parlé trop, un peu du règlement CLP. Donc, qu'est-ce que le règlement CLP? Classification, Labeling et Packaging. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Classification. Donc, en fait, c'est la caractérisation du danger au niveau européen, mais pas que, puisque le CLP est l'adaptation européenne donc du GHS, Système Général Harmonisé de Classification et d'Étiquetage des Produits Chimiques, qui est un système mondial, puisqu'effectivement aujourd'hui les produits et le marché est mondial, donc l'intérêt était d'avoir une classification commune et pas que pour on va dire les problèmes de commerce, hein, mais ne serait-ce que par exemple les pompiers américains disent nous quand on a un produit maintenant des fois s'il vient d'Europe au moins on a on sait les critères de danger qui sont évalués et on peut agir en fonction de partout quelle que soit la provenance du produit, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, je vous ai mis la référence du règlement CLP, mais je pense que vous la connaissez. Donc, il comporte 25 classes de danger différenciées en catégories, plus une classe de danger spécifique à l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas oublier la couche d'ozone. Donc, les dangers physiques qu'on a vus dans la première présentation, notamment donc, le risque d'explosion, d'inflammation avec les points éclairs, d'auto-inflammation, etc. Les dangers pour la santé humaine, donc là, il y a 10 classes différentes. Donc, on en a vu aussi certaines ce matin, donc les fameuses toxiques, nocifs, effets organes cibles, CMR, donc tout ça ce sont les classes pour la danger humaine. Il y a un danger pour l'environnement, donc il y a l'environnement aquatique, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas pris les autres, hein, c'est pas très grave, donc on ne peut pas tuer les poissons, mais si on a envie de tuer les grenouilles, on a le droit, il n'y a pas de problème. Et puis il y a des critères de danger additionnels au GHS, en fait, qui reprennent l'ancienne directive européenne et qui sont des ajouts spécifiques au niveau Europe. Donc, pour les dangers physiques, c'est essentiellement les propriétés physico-chimiques des molécules, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont prises en compte. Pour les dangers de l'environnement, c'est ce que je vous disais, c'est les résultats d'études, mais il y a aussi des propriétés physico-chimiques, notamment la viscosité, qui sont pris en compte pour définir ces critères de danger. Juste pour bien rappeler que dans le règlement, il y a quand même des mots, et les mots sont importants, notamment la définition de la différence entre une substance et un mélange. Donc la substance, c'est l'élément pris seul, et puis le mélange, c'est un mélange de substances. Sachant qu'un mélange peut être considéré comme une substance parfois. Évidemment, sinon il n'y a pas de sport. Donc là, je vous ai mis, pour rappel, les différents pictogrammes de danger. C'est ce que vous voyez tous les jours sur vos petits produits. On en a vu de beaux exemples dans les photos. Danger d'explosion, inflammation, comburant, gaz sous pression, irritation, corrosion,
ça c'est toxique. Ça c'est, attention, c'est un peu fourre-tout, on le met un peu partout. Alors ça c'est intéressant parce que je sais pas si vous, enfin moi c'est un truc que je trouve dans la réglementation, je trouve que ça fait vachement plus peur que ça. Et finalement, c'est celui-là dont il faut avoir le plus peur, puisque ça, c'est tout ce qui est CMR, organes cibles, etc. Et je trouve que pour moi, ça, c'est pas très très dissuasif. Mais bon, après, c'est dans la vie personnelle. Et donc, voilà, et ça, c'est le danger pour l'environnement. Alors, vous voyez une grande différence, c'est qu'avant, dans la réglementation européenne, il avait des nageoires. Et c'est à cause des pompiers américains qu'ils les ont perdus. Voilà. Alors, un exemple de classification, donc moi je suis toxicologue, donc je vous ai pris évidemment une toxicité par voie orale, la plus classique, l'ADL50, donc vous voyez c'est basé une fois sur les valeurs, donc on a l'ADL50 ici en microgrammes, donc je vous ai mis l'ancien système, la directive 9945, pardon, et donc voilà, l'ancien nocif, toxique, très toxique, et bien aujourd'hui voilà, donc vous avez différentes catégories, 1, 2, 3, 4, donc vous voyez quand même qu'il y a une différence entre le nouvel et l'ancienne. Maintenant, les classes de danger, il y a pas, enfin pour moi ça reste assez similaire. Après effectivement le problème c'est que le jour où vous avez une substance qui avant était là, donc vous étiez nocif et que vous êtes dans cette gamme-là, ben maintenant vous passez à toxique et là ça vous embête quand vous êtes industriel. Puisque en général, alors c'est pas vrai pour tout, mais en général quand même le CLP est plus restrictif que l'ancienne méthode. Voilà. Alors après, c'est juste pour vous donner un exemple, puisque ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, dans les mélanges, le problème c'est que des fois on ne sait pas vraiment quelle est la toxicité. Et donc pour le classement par calcul, puisque des fois on n'a pas les informations, il faut juste savoir que c'est cette méthode-là, donc qui est assimilée à ce qu'on appelle la méthode de Finet, qui est utilisée. C'est-à-dire que quand vous voulez calculer une toxicité d'un mélange, vous allez prendre la toxicité d'une substance plus la toxicité d'une autre substance avec les concentrations de chaque substance et puis vous allez en déterminer, on va dire, virtuellement, justement une VTR qui va déterminer la classification de votre mélange avec l'utilisation. Et donc ça ne marche que pour les produits classés évidemment pour la toxicité aiguë. Mais c'est intéressant puisque la solution retenue finalement dans le règlement c'est l'additivité. Et ils auraient pu, pourquoi pas, prendre aussi la multiplication ou d'autres éléments. Évidemment, pour les substances particulièrement dangereuses, comme je vous disais, il y a un facteur de sécurité supplémentaire qui sont pris. Donc, suivant le type de danger que vous allez avoir, ça s'appelle facteur de sécurité spécifique ou facteur M dans le cas des dangers pour l'environnement. Mais évidemment, vous pouvez avoir des substances où il faut faire très attention, où la valeur de classement va être inférieure à la valeur, on va dire, classique utilisée. Et je crois que je vais en terminer là, pas encore. Donc, dans la réglementation aujourd'hui, comme vous voyez dans les VTR, il y a beaucoup de VTR qui sont définis dans le cadre des produits qu'on appelle les produits réglementés. Donc là, je vous ai mis juste pour mémoire les différents règlements ou directives qui gèrent. Donc, évidemment, les plus restrictifs sont les pesticides. Vous avez les produits biocides qui commencent à être évalués, la directive cosmétique, la directive REACH, les additifs alimentaires. Et évidemment, dans chaque réglementation, ce n'est pas forcément la même VTR qu'on va utiliser suivant qui a fait la réglementation. C'est plutôt chimie, si c'est plutôt des toxicologues, si c'était plutôt des écotoxicologues, etc., etc. Voilà. Et par contre, donc, comme je vous disais, il y a les réglementations pesticides et biocides où les dangers ont des critères d'exclusion directement. Et donc là, c'est encore plus important au niveau de la définition et l'impact. Juste encore une fois pour vous rappeler que la principale raison d'être des VTR, c'est bien sûr d'évaluer le risque principalement. Et donc, de nombreuses normes sont basées sur les VTR. Donc là, je vous mets les limites de substances dans les denrées alimentaires, donc les LMR pour les pesticides, les différents seuils de toxicité, je vous parlais du cadmium. Les limites de substances dans l'environnement, dans l'eau, dans le sol, dans l'air. Aujourd'hui, on voit beaucoup se développer dans l'air, puisque suite au rapport de l'OMS, les pouvoirs publics s'intéressent de plus en plus à ce vecteur qui était souvent l'oublié, effectivement, des facteurs environnementaux. Et puis évidemment, donc, tout dans les dossiers d'autorisation des produits réglementés, comme je vous ai montré, on définit la VTR à chaque fois sur nos produits, et puis de plus en plus. Pour information, dans un dossier de pesticides, on doit être à peu près à, on va dire, une cinquantaine de VTR définis dans le dossier à chaque fois pour chaque organisme, etc. Et je m'arrête là.
Juste pour parler nano, est-ce que ça a une différence sur les VTR qui est envisagée Parce que après, au niveau absorption, je pense que c'est sur la deuxième partie, il n'y a pas trop de soucis, mais sur l'absorption, il y a peut-être des effets pris en compte. Alors on va parler des nanos tout à l'heure. Pour les nanos, en fait là, comme je parle de manière vraiment très très générale, oui, évidemment, il y a des effets toxiques sur les nanos qui ne sont pas forcément les mêmes, effectivement, et les mêmes. On peut pas les classifier de la même manière que les autres. Après, c'est principalement aussi un problème d'absorption et de cible. Ceci dit, après, si on fait une étude, moi je sais pas, sur le foie, ou qu'on voit des effets sur le foie, que ce soit nano ou pas, en fait, finalement, le vecteur importe peu. Si on regarde l'effet final, ce qu'on appelle le endpoint en termes de toxicologie, que ce soit un perturbateur endocrinien, un nano, un génotox, etc., ça change rien, la VTR va rester pareil. Après, la question, c'est sur la même substance qui a une forme classique et une forme nano, oui, c'est pas la même VTR quand c'est en nano. Voilà. Puisque c'est pas les mêmes effets. Merci. Bonjour. Moi, c'était juste pour être sûr d'avoir bien compris. Lorsqu'on parle d'effets non monotoniques, est-ce que ce sont les produits qu'on va retrouver STOT sur les FDS? Non. Pas du tout. Les effets non. Alors les effets, ce qu'on appelle non monotoniques, c'est en fait c'est un mode d'action toxicologique. Les STOT, c'est ce qu'on appelle les organes cibles, c'est-à-dire on va par exemple un produit qu'on sait qui est très toxique pour le foie, au hasard le paracétamol. Voilà, on sait que ça fait un effet sur le foie et donc là on va dire sur la FDS, attention, il y a un effet spécifique sur le foie. Et donc par exemple dans les produits pesticides, quand vous calculez le LMR, aujourd'hui vous avez donc justement un cumul, c'est-à-dire on va regarder tous les produits ou tous les pesticides qui tapent sur le foie, et on va dire pour définir la limite dans l'alimentation, tous les produits qui tapent sur le foie ne doivent pas dépasser telle valeur. Voilà. Et donc les STOT sur les FDS, c'est un peu le même principe, on en dit, on sait que ce produit-là s'accumule dans le foie, etc. Et donc on va mettre une valeur spécifique pour ce produit-là à cause de cet effet très spécifique. Qu'en est-il au niveau de toutes ces instances de réflexion, de l'évaluation des multi-expositions? Alors, très très bonne question. La manière donc il y a deux questions dans celle-là. Il y a la multi-exposition qui est un premier élément, et après il y a aussi l'exposition qu'on appelle faible dose, c'est-à-dire on est exposé à faible dose mais de beaucoup de produits. Donc la problématique qu'on appelle mélange. Donc aujourd'hui, la réflexion est assez avancée, notamment au niveau de l'ANSES. Alors là, je vais parler pour l'alimentation, parce qu'il y a d'autres problématiques. Mais là où on a fait les plus gros progrès, à mon sens, c'est au niveau de l'alimentation. Et aujourd'hui, l'ANSES, qui font ce qu'on appelle les effets cocktails, et ils font des études aujourd'hui sur les cocktails les plus probables, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris notamment les études d'alimentation totale, donc qui sont des études très bien faites par l'ANSES, où on mesure, donc on suit les Français chaque jour, on regarde ce qu'ils achètent, on fait des repas et on regarde tous les contaminants qu'ils ont dedans. Et à partir de ces études, en fait, l'ANSES a fait de mémoire 6 cocktails types, en fonction aussi de ce que vous mangez ou pas. C'est-à-dire les végétariens n'ont pas forcément les mêmes contaminants que ceux qui mangent pas de la viande, enfin qui mangent de la viande, etc. Et du coup, on a aujourd'hui les premiers éléments de rapport sur donc ce qu'on appelle les cocktails représentatifs. C'est-à-dire que la base de l'ANSES, c'était de dire on va prendre des cocktails qu'on retrouve concrètement dans notre environnement, et puis on va regarder s'il y a un effet vraiment multiplicateur, toxique, etc. Les premiers retours aujourd'hui, sans vraiment une grande surprise d'ailleurs, c'est que en fait ça dépend. C'est-à-dire, en fait ça dépend de ce que vous regardez. Si vous prenez un test de toxicité, on va dire si vous faites la DJA par exemple, vous allez avoir une certaine toxicité du mélange, mais si vous prenez un autre test, eh bien, vous allez avoir des grandes différences, c'est-à-dire une additivité ou une multiplication de la toxicité. Éventuellement, vous allez même voir des diminutions de la toxicité. Et c'est comme d'habitude, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que suivant avec ce que vous regardez, soit l'effet cocktail il peut être multiplicatif, soit additif, soit voilà. Grosso modo, moi de l'expérience que j'en ai, après c'est pas une valeur absolue, c'est qu'en gros, quand même, quand on prend on va dire la substance la plus toxique du mélange, on a quand même en général une bonne idée de la toxicité du mélange.
C'est pas vrai dans tous les cas, mais on va dire si on applique une règle de 80-20, ça va être souvent vrai. Voilà. Maintenant, voilà, de toute façon, on ne peut pas mesurer les multi-expositions, puisque quand on parle d'effet cocktail, l'effet cocktail, ça marche avec les substances chimiques, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. Hein. L'air qu'on respire, c'est de l'oxygène, c'est en prendre. Quand vous passez dans le bol alimentaire, vous êtes exposé à plein d'autres substances aussi qui sont celles du corps, la cigarette, etc. Donc, l'effet cocktail en soi, voilà, c'est très compliqué à gérer. Et alors, quand vous parlez de réglementation, c'est encore plus compliqué, parce qu'effectivement, dire du cadmium à 20 microgrammes, ça, je sais le faire. Maintenant, dire les multi-expositions, c'est très compliqué. Dans le cadre des pesticides, par exemple, la solution, effectivement, c'est de dire on met une norme cumulative, c'est-à-dire on ne met pas plus, il faut que l'ensemble de ce qu'on retrouve ne dépasse pas telle valeur. Après, le problème, c'est que c'est très compliqué à faire appliquer dans la réalité. Oui, j'avais une question par rapport, donc vous avez cité l'ANSES, par rapport à ce qui est vécu quotidiennement dans les entreprises, donc c'est la recherche du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle, donc des VLEP. Et donc on comprend bien à travers vos explications comment les études sont faites, et je voulais juste avoir une précision sur la démarche pour ensuite légiférer. C'est-à-dire en gros comment on passe d'une étude scientifique à une VLEP réglementaire. Tout à fait. Donc en fait, c'est ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que les scientifiques déterminent la NOAEL, d'accord, en disant, ben voilà, dans l'étude qu'on a faite, notamment sur les VLEP, puisque en plus, normalement, en général, c'est fait par les professionnels. Donc, on prend l'étude, et après, on met un facteur de sécurité. Donc, quand je vous dis, classiquement, c'est 100, sauf cas particulier. Et après, à partir de là, ben, les experts proposent, on va dire, aux régulateurs, donc dans les cas des VLEP, si ma mémoire est bonne, ça doit être l'INERIS qui doit les établir. Et donc, c'est l'ANSES. Voilà. Et donc l'ANSES dit, l'ANSES fait une proposition au ministre, et le ministre, il dit, je suis d'accord avec cette proposition. Mais après, voilà, si on prend le meilleur exemple que je peux donner, il faut faire attention, puisque le législateur ne prend pas en compte que l'avis de ces instances. Prenons l'exemple du glyphosate, puisque c'est assez célèbre. Il faut savoir que donc, le rapport du glyphosate au niveau européen a été fait par les instances allemandes, donc le BfR, qui est l'équivalent de l'ANSES en Allemagne, pour la toxicologie. Et donc le BfR a dit, il n'y a pas de problème, il n'est pas cancérigène, on est d'accord pour que ce soit sur le marché, et l'Allemagne a voté contre l'inclusion du glyphosate au niveau européen. Donc vous voyez, les experts ont dit quelque chose, et puis le législateur a dit, non, moi je ne veux pas du tout. Donc, après, il y a d'autres facteurs, effectivement, que le législateur peut prendre en compte. Maintenant, la base, on va dire dans 99% des cas, heureusement, c'est effectivement les instances qui recommandent une valeur au législateur qui l'applique stricto sensu. J'ai une autre question. Vous avez parlé des études épidémiologiques vis-à-vis de l'ANSES sur ce que mangent les gens. Est-ce qu'il y a des études épidémiologiques auprès des travailleurs ? Alors, non, quand j'ai parlé d'études, ce n'est pas des études épidémiologiques, ce sont des études d'exposition. Justement, en fait, c'est pour déterminer le risque. Parce que le danger, ça, on sait à peu près bien faire. Le risque, donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est ce que je vous dis, en fait, c'est ils ont regardé dans l'alimentation combien on mangeait de choses, de grammes, de vin, et là, vous rentrez dans un autre débat. Donc c'est le danger, ça c'est la première étape. Ensuite, vous avez le risque, et après, vous avez l'impact. C'est-à-dire, en fait, l'évaluation de risque, ça reste entre guillemets théorique. Après, vous avez l'impact. Est-ce que les gens sont vraiment malades ? Et donc là, c'est les études épidémiologiques. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire, à s'occuper, à gérer. Et donc oui, l'ANSES, évidemment, fait des études épidémiologiques. Après, alors normalement, ça s'appelle Santé publique France. Maintenant, ça a changé. Avant, c'était l'Institut de veille sanitaire qui s'occupe de ça. Donc, il y avait notamment fait l'étude sur les incinérateurs. Donc ça, c'est des études a posteriori, ce qu'on appelle effectivement. Et là, on va regarder si c'est exposé, quel impact on voit vraiment chez les gens. Et alors là, les études épidémiologiques, alors notamment effectivement l'EFSA, aujourd'hui, notamment à cause du glyphosate, c'est bien qu'il y ait eu des réflexions suite à ça, mais sont en train justement de réfléchir. Parce que le problème des études épidémiologiques, c'est que c'est fait souvent par des épidémiologistes qui sont des chercheurs. Et que le problème, c'est que quand vous voulez interpréter ça en termes de réglementation,
alors je sais pas, pour vous expliquer une étude épidémiologique, c'est vous faites une étude statistique, vous envoyez un questionnaire aux gens et vous répondent. Voilà, c'est grosso modo ça, j'exagère, mais voilà, donc ça veut dire que en fait, les résultats sont très difficilement répétables d'une étude à l'autre et très difficilement exploitables en crossover. Justement, quand on a plusieurs études, c'est très difficile de pouvoir dire voilà. Donc celles qui sont les plus valables, c'est quand justement les gens font une revue, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes les anciennes études épidémiologiques et ils se disent bon ben voilà, on arrive de tout ça à déterminer quelques facteurs. Donc ça c'est l'ANSES qui s'en occupe, évidemment le travail est fait. Après ça coûte beaucoup d'argent, c'est très compliqué et en plus le résultat est souvent pas forcément très significatif. Et puis pas forcément interprétable de manière correcte. Donc justement l'EFSA aujourd'hui a développé des documents guides à destination notamment des chercheurs en disant si vous voulez que vos études soient intégrées dans la réglementation, merci d'intégrer ces facteurs. Parce que le problème qu'on a avec des chercheurs, c'est que quand vous dites à un industriel, voilà, on a des protocoles ECDE, on est obligé d'avoir des laboratoires BPL, etc., etc. Et souvent, c'est un problème qu'ont les ONG. Ils disent, vous ne prenez pas en compte les études des laboratoires. Mais quand vous êtes un expert à l'EFSA, quand vous avez une étude BPL faite par un laboratoire certifié, agréé, qui passe des contrôles tous les ans, et un laborantin qui a manipulé 2 grammes de trucs dans sa cuisine et qui vous le dit, vous dites, la puissance et la qualité de la donnée, celle de l'industriel est largement supérieure à l'autre, et donc moi, sans être payé par l'industriel, je vais choisir celle qui me semble le plus robuste scientifiquement. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est un vrai problème aujourd'hui, mais l'EFSA essaye d'améliorer les choses, et voilà, on est en train d'essayer d'avoir des protocoles un peu communs pour pouvoir justement avoir un pool sur les études épidémiologiques.